Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h09 sur Sud Radio, face-à-face aujourd'hui. André Berkov, vous recevez Romain Molina, journaliste indépendant et surtout auteur de ce livre qu'on vous recommande. Yémen, les guerres des bonnes affaires, Al-Qaïda, Total et ONU, pillage organisé. C'est publié aux éditions Exuvie. Bonjour Romain Molina. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Écoutez, d'abord, Romain Molina, je voulais vous dire que votre livre, je l'ai lu avec vraiment beaucoup de, non seulement de plaisir, mais beaucoup d'intérêt. Je trouve que vous l'avez fait avec Boutaina Farok, vous nous en parlerez, mais en général, voilà, les guerres lointaines, on ne s'en occupe pas. Il y a en général d'ailleurs des 300 000, des millions de morts. Je parlerai pas du Cambodge et autres. Oui, mais c'est loin. Vous savez, c'est cette espèce de cliché non seulement usagé, mais assez obscène, qui consiste à dire plus c'est loin, moins ça intéresse. Voilà, et quand c'est près, évidemment, et quand c'est sujet à polémique, là, ça intéresse. Alors le Yémen. Et le Yémen, on en parle de temps en temps. Paul Nizar avait écrit un livre magnifique qui s'appelle Aden Arabi, il y a très longtemps de ça. Et puis on en parle pourquoi ? Parce que le Yémen, on s'est aperçu que le Yémen, eh bien c'est Golfe d'Aden, c'est la mer Rouge, c'est le détroit de Bab el-Mandeb, et la mer Rouge, ça amène à quoi ? Au canal de Suez. Et on s'est aperçu récemment qu'un certain nombre de navires marchands, avaient été bloqués, qu'il y a la guerre avec les Houthis du Yémen, et dans le cadre de la guerre du Moyen-Orient et du conflit Israël-Palestine-Gaza, eh bien il y a eu effectivement bombardements et attentats avec une marine américaine qui se fait de plus en plus pressante. Et du coup, alors on parle du Yémen, on découvre les Houthis. Et votre livre, en fait, il va beaucoup plus loin. Il raconte cette guerre des bonnes affaires. Et vous parlez vraiment d'informations, c'est bourré d'informations. D'abord, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant, que vous travaillez pour beaucoup de journaux comme américains et de télévision comme CNN, Washington Post et autres. Qu'est-ce qui vous a amené au Yémen, d'abord, Romain Molina ? Bon, déjà, je vous remercie de vous intéresser à la question, parce que comme vous l'avez dit, malheureusement, on en parle très peu ou par un prisme différent du Yémen. Je rappelle qu'on a parlé énormément du Yémen suite à l'assassinat terrible d'un journaliste saoudien, Jamal Khashoggi, il y a quelques années, ce qui avait mis en lumière le Yémen par le prisme, en fait, de l'intervention saoudienne, mais pas donc par le prisme yéménite. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que je m'intéresse à ce qui se passe un peu dans le monde entier, et j'ai eu la chance de faire un reportage en inside avec la sélection de football du Yémen, quand ils étaient au Bahreïn, et qui jouaient l'Arabie Saoudite. C'était quelques jours d'ailleurs avant les attaques sur Aramco en Arabie Saoudite. Donc j'ai commencé comme ça, avec Boutaina Farok, une Yéménite qui a dû s'exiler malheureusement par les menaces de mort, en Malaisie notamment. Et donc on a interrogé à peu près entre 100 et 200 personnes pour faire cet ouvrage, qui, comme vous le dites, aujourd'hui on se rappelle de la position stratégique du Yémen, parce qu'en effet il borde une des routes maritimes les plus usitées dans le commerce mondial. Bien sûr. Sauf qu'en fait il y a une guerre abominable qui était une guerre civile, qui s'est régionalisée et internationalisée depuis plus de 8 ans et demi désormais. Il y a plusieurs guerres à l'intérieur même de la guerre. Et là, aujourd'hui, ça redevient un peu au centre de l'échiquier mondial, même si, je tiens quand même à tempérer, on oublie les dynamiques yéménites, ce que je vous l'expliquerai sans doute après, mais on va assister bientôt, ces prochains jours et semaines, à une guerre du pétrole et du gaz au Yémen, à laquelle la France, de fait, va être impliquée par les investissements que Total a réalisés il y a désormais plus de 20 ans. Alors justement, vous parlez de tout cela et c'est vraiment passionnant, je le dis pour ceux qui s'intéressent, et franchement, c'est beaucoup plus intéressant qu'un remaniement ministériel. Tous ceux qui s'intéressent à ce qui se passe à la géopolitique du monde, on ne peut pas ignorer le Yémen, d'ailleurs on ne pouvait pas ignorer le Yémen. Juste un mot, Romain Molina, ces guerres civiles qu'il y a eu depuis 10 ans avec l'Arabie Saoudite, enfin il y a la guerre civile, puis l'intervention de l'Arabie Saoudite, etc., etc. On fait combien de morts et de blessés ? On sait à peu près, parce que on n'en parle pas. Les derniers chiffres de l'ONU qui datent il y a maintenant quasiment 2 ans estiment à plus de 377 000. Donc aujourd'hui, on doit être à peu près à 400 000. Des millions de déplacés, et sans compter des conditions de vie humaines absolument épouvantables. Et le nombre de gens qui sont disparus, dont on n'a jamais retrouvé le corps. Ouais, c'est ça qui est tout à fait terrifiant. Vous voyez, ça, on n'en parle pas, effectivement. On choisit ses victimes. On a les bonnes victimes et les mauvaises victimes. Les mauvaises victimes, on les oublie. On en reparle tout de suite avec Romain Molina après cette toute petite pause. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous nous faites vivre les matchs, la façon que vous les commentez, que ce soit la Pro D2 ou le Top 14, c'est que du bonheur. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'y voir avec vous, c'est comme si on y était, quoi. Voilà. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les
Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes avec Romain Molina, journaliste indépendant, journaliste d'enquête, d'investigation, comme on dit, et c'est bon qu'il y ait des journalistes d'investigation parce que la catégorie se fait de plus en plus rare, hélas, mais enfin il y en a beaucoup qui font un travail formidable. Yémen, la guerre des bonnes affaires, aux éditions Exuvie. Romain Molina, peut-être juste rapidement dire à nos éditeurs, le Yémen est indépendant depuis quand, combien d'habitants, juste pour bien présenter l'état le théâtre des opérations. Je comprends. Bon, c'était un pays qui était morcelé, qui était divisé entre le Yémen du Nord et le Yémen du Sud, qui pendant la guerre froide était le seul régime arabe directement rattaché à l'URSS, c'était le seul régime marxiste des pays arabes. Ah oui, dans les rattaché à l'URSS, oui, tout à fait. Exactement, avec sa capitale Aden, et avant ils étaient une colonie britannique. Tandis que le Nord, lui, était dirigé par un imama de confession zaïdite, le zaïdisme étant une branche du chiisme, globalement, pour faire simple. Et dans les années 90, au tout début, il y a eu une unification des deux Yémen, notamment pour des raisons économiques. Donc ça n'a pas tellement duré, parce que dès 94, les sudistes ont tenté de faire sécession, et le pouvoir central, dirigé par Ali Abdullah Saleh, qui est resté au pouvoir pendant plus de 30 ans, avait utilisé des anciens moudjahidines qui étaient partis en Afghanistan pour chasser les communistes. Donc des anciens membres qui ensuite ont rejoint Al-Qaïda, ils les avaient utilisés dans l'armée centrale afin, excusez-moi l'expression, de botter les fesses des sudistes. Et ça a commencé donc dès les années 90, le double jeu du gouvernement central yéménite avec Al-Qaïda, et il s'en est sorti que pendant quasiment 20 ans. On s'est servi d'Al-Qaïda au Yémen afin de récupérer des fonds au niveau international. Comme le dit Gregory Johnson, un excellent écrivain américain, pas d'Al-Qaïda égale pas d'aide internationale. Donc c'est pour ça qu'au Yémen, on a toujours eu un peu d'Al-Qaïda sans savoir ce qui était vrai. On brandissait Al-Qaïda pour dire attention, on a besoin de l'aide internationale, c'était ça. Et les Américains tenaient des aides quand il y avait une menace potentiellement. Et d'ailleurs, ce qui est très ironique dans les guerres qu'on voit aujourd'hui, c'est que toutes les parties disent combattre le terrorisme Al-Qaïda. Donc en fait, Al-Qaïda, c'est l'idiot utile de la guerre au Yémen. Parce que pour légitimer les actions sur le terrain des différents belligérants, qui utilisent les centres de détention, de torture ou que sais-je encore, les arrestations arbitraires et massacres, toutes les parties ont déclaré dans le conflit combattre Al-Qaïda. Oui, bien sûr. Bon, l'hypocrisie étant l'hommage que rend le vice à la vertu, ce n'est pas très étonnant. Alors, vous avez, dans votre livre, vous racontez beaucoup de choses. D'abord, il y a une chose formidable, vraiment, que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous commencez par Hilal Al-Hajj, un sportif adepte du kung-fu. C'est-à-dire, vous montrez aussi l'autre côté du Yémen. Le Yémen, c'est pas seulement des guerriers et des tribus qui se massacrent, ce sont évidemment des hommes, des femmes, des enfants, des gens qui essayent de vivre dans cet univers très compliqué. Et puis, comme vous dites, c'est un pays entre guillemets pauvre, qui n'a pas de matières premières de manière, par rapport à l'Arabie Saoudite, par rapport à tout le reste. C'est bien ça. Exactement, c'est le pays le plus pauvre du Golfe, on va dire, à ce niveau-là. Alors, ils ont des ressources pétrolières, notamment de gaz, mais elles sont infimes en comparaison de ses voisins. Par contre, c'est un pays déjà historique, c'est l'Arabie heureuse, comme on l'appelait à l'époque. C'est une véritable civilisation, il y a beaucoup d'agriculture, parce que c'est l'Arabie fertile, surtout. Il ne faut jamais l'oublier, c'est même ça la première traduction du Yémen, l'Arabia Félix. Donc, il y a des choses, mais le problème, c'est que ça a souvent été victime d'une certaine instabilité. Après, vous avez vis-à-vis du café, port de mocha, le miel, enfin, il y a plein de choses au Yémen, mais c'est vrai que économiquement, c'est un pays qui n'est pas développé comme ses voisins, qui se rapproche, on va dire, d'une économie un peu comme la Corne de l'Afrique voisine, en face, vers Djibouti et tout cela. Pourquoi j'ai commencé sur ce jeune champion de kung-fu yéménite? C'est en interrogeant tous ses proches, avec Boutaina, on a eu sa fiancée, ses parents, enfin, ses entraîneurs, ses frères, etc., parce que c'est un peu le symbole de cette tragédie, c'est-à-dire que souvent, quand on parle de l'Irak, c'était pareil, du Yémen, on parle de chiffres. Il y a tant de morts, etc. On a l'impression qu'on réduit ces gens-là à des statistiques, alors qu'au final, ce sont des enfants, ce sont des pères, ce sont des maris, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Et donc, l'idée, c'était d'humaniser un peu tout cela. Et cet homme, ce grand champion qui est finalement mort dans la Méditerranée, on a voulu lui rendre hommage parce que malheureusement, celui qui aurait dû briller au niveau international pour porter haut et beau les couleurs du Yémen, malheureusement, est mort à quelques mètres des colonnes d'Hercule à l'époque et a été ramené en héros à Sanaa. Donc je trouvais que c'était un beau symbole de cette terrible. Et puis il faut dire aussi, parce que moi je suis allé à Sanaa, quelle beauté de ville. Enfin il y a très longtemps, je suis allé à Sanaa, quelle beauté de ville, de l'architecture. Tout là, c'est absolument magnifique, quoi. Au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, exact. Alors vous tracez les portraits. Alors on va parler des bonnes affaires
Et je dois dire que une des institutions qui fait de bonnes affaires, enfin, commençons par balayer devant notre porte, c'est Total. Le rôle de Total au Yémen, c'est tout à fait étonnant quand on ne connaît pas. C'est assez fascinant parce qu'en fait, le Total est le premier partenaire économique historique de l'État yéménite. En fait, l'État yéménite a voulu s'inspirer de Qatar LNG, donc l'exploration de gaz liquéfié, avec ce qu'ils avaient trouvé. Et donc, finalement, c'est Total qui a récupéré le contrat dans les années 90, sachant que c'était la seule major, au final, à y aller. On voit pas Shell, il n'y a pas Chevrolet, etc. Donc, c'est la seule major. On voit pas British Petroleum. Ah oui, la seule major pétrolière, elle est au Yémen, c'est Total. La seule qui a accepté les conditions. C'est-à-dire que, notamment, dans les conditions, il y avait l'idée de construire. En fait, il n'y avait aucune infrastructure pour l'exportation. Donc, c'était non seulement, il fallait construire un pipeline, plusieurs centaines de kilomètres, parce que finalement, ils l'ont fait déboucher dans le sud, mais il fallait tout construire à côté. Il y avait du stockage, enfin, c'est des investissements absolument colossaux de plusieurs milliards. Donc, il y a notamment la BNP qui a participé et il y avait d'autres actionnaires minoritaires. Donc, ils ont fait quelque chose d'absolument incroyable parce que depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, on a quand même une militarisation de l'oil and gas. Si on regarde, aujourd'hui, les bases qui vont extraire du pétrole ou du gaz sont forcément militarisées, a fortiori si elles sont dans des zones potentiellement à risque. Donc, ça a été un investissement colossal pour Total. Et en fait, ce qui a été reproché, on publie notamment certains documents qui avaient été montrés au Parlement yéménite, c'est les coûts absolument délirants que Total devait donner comme protection. On parle de centaines de millions par an aux différentes factions militaires yéménites sans savoir réellement où l'argent allait. Donc en fait, il y a eu énormément de problèmes. Il y a eu beaucoup de soucis liés à la corruption qui ont été dénoncés par plusieurs journalistes yéménites. Et je tiens à donner une petite anecdote qui me vient de l'ancien ambassadeur américain Gerald Feuerstein, nommé par Obama au Yémen. Parce que quand le régime central donc s'effondre au Yémen, ensuite, il y en a le grand dialogue national et la communauté internationale va superviser tout ça pour un nouveau Yémen. Certains sont pour un fédéralisme. Et la France, qui doit rédiger la nouvelle constitution, est farouchement opposée. C'est les seuls. Et donc, l'ambassadeur américain de l'époque, Gerald Feuerstein, et d'autres me l'ont confirmé, il y avait la blague qui circulait parmi les ambassadeurs, c'était de dire, bah oui, forcément, ils sont contre. Parce que s'il y a un fédéralisme avec, on va dire, 5 mini-États, et vont devoir couronner 5 ministères du pétrole au lieu d'un. Et donc, il me le raconte en rigolant. Et ça a posé beaucoup de problèmes. D'ailleurs, Total est actuellement en justice également. Il y a une action qui a été menée en France vis-à-vis de certaines pollutions aussi liées au sol. Mais il y a également d'autres intérêts beaucoup plus troubles. Alors évidemment, il y a tout ce côté de l'argent, où réellement il est passé. Quand on voit, comme je vous le disais depuis le début, le double jeu qu'a maintenu l'État yéménite avec Al-Qaïda. Je rappelle que certaines factions qui ont reçu l'argent de Total ont ensuite fait défection et ont rejoint des groupes. Les Al-Qaïda. Et alors dites-moi, corruption énorme. Enfin, vous parlez de la corruption dans ce pays qui est quand même, évidemment, eu égard à la pauvreté, eu égard à tout ça, elle est patente. Et il y a ce côté, effectivement, al-caponisation, c'est-à-dire vous payez pour votre protection et vous payez très cher pour votre protection. C'est ça. Mais Total a voulu faire baisser cela. Le patron était venu d'ailleurs à Sanaa, et ensuite la politique française, notamment du ministère des Affaires étrangères, a essayé de se servir lors du printemps yéménite, on va dire du début 2011. Soulèvement yéménite qui au début n'était pas politisé, au début, comme dans d'autres pays arabes. En même temps que le printemps arabe, c'est ça. Exactement. Et ensuite, après, il va être politisé, ce soulèvement, comme malheureusement dans d'autres pays arabes. Et au tout début, la France, par l'intermédiaire de son ministère des Affaires étrangères, M. Juppé, alors que la France a été le soutien numéro 1 du Yémen et de ce président Ali Abdullah Saleh durant 20 ans. Voir le nombre de visites à l'Élysée, il s'entendait très bien avec Jacques Chirac, etc. Je rappelle que la compagnie nationale yéménite d'avion a des Airbus. Pas des Boeing. Donc il y a des liens aussi au niveau archéologique, au niveau culturel, etc. Et certains des plus grands experts du Yémen sont français. Laurent Bonnefoy, Franck Mermier et tant d'autres. Bref, je finis vite. Donc Alain Juppé appelle et fait comprendre au président, en gros, si on renégocie les coûts pour Total, on te soutient. Sauf que l'ancien président du Yémen, c'est le maître chanteur numéro 1. Donc on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Et c'est l'une des choses les plus terribles, où la diplomatie française ne m'a jamais répondu à ce sujet. Mais donc, en gros, la France fait un espèce de chantage pour aider Total à un président qui en effet est en perte de vitesse. Quelques mois plus tard, qu'est-ce qu'on voit? 3 personnes du Triangle Rouge, qui était donc une ONG française d'ailleurs financée par Total, ont été kidnappées officiellement par Al-Qaïda. Et quelques mois plus tard, ils seront libérés en échange d'une rançon. Je tiens juste à dire que ce n'est pas la France qui a payé cette rançon. C'est à peu près qui a payé et où cette rançon est allée, de plusieurs millions. Et donc, en fait, directement, cette intervention vient par l'énorme bourde du Quai d'Orsay, qui s'est dit, oh là là, au maître chanteur, M. Ali Abdullah Saleh, on va se servir du printemps arabe pour lui faire baisser les coûts pour Total. En réalité, 3 personnes ont été kidnappées derrière, soi-disant par Al-Qaïda. On sait qui a payé la rançon, Romain Molina, ou pas ou ça ne peut pas se dire?
Total. D'accord. Donc, mais je vais pas les critiquer. Dans le sens où, s'ils la payent pas, ces gens-là sont peut-être morts. Ouais, c'est ça. La vraie question, c'est de savoir qui a reçu la rançon derrière. Ouais, tout à fait. Je dirais juste, et il y a son nom dans le livre, que c'était l'une des personnes les plus recherchées par le FBI à un moment. Non, c'est tout à fait passionnant. Et le nom est dans le livre, tout est dans le livre. Et je suis curieux de savoir, et encore une fois, je vais pas critiquer parce qu'on a sauvé forcément des vies humaines, mais il faut revenir à la cause. Pourquoi ces gens-là ont été enlevés? Ouais. Et c'est la diplomatie française qui a fait n'importe quoi au Yémen, en se disant, oh là là, en fait, c'est Total qui dictait quelque part la politique étrangère de la France au Yémen. Oui, c'est ça. Et c'est assez triste qu'il y a des vies humaines qu'on fait en pâtir. On va tout de suite en continuer à en parler avec Romain Molina après cette petite pause. Romain Molina qui est avec nous, et vous, au 0826 300 300, vous nous appelez, vous posez vos questions à notre invité du jour. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h30 sur Sud Radio, on continue ce face-à-face avec notre invité exceptionnel aujourd'hui, Romain Molina, qui vient nous voir pour ce livre. Yémen, les guerres des bonnes affaires, Al-Qaïda, Total et ONU, pillage organisé, c'est aux éditions Exuvie. Alors, on a parlé effectivement des bakchiches, mais c'est plus des bakchiches, hein. Ce sont des mannes célestes. Romain Molina, justement, à un moment donné, on va parler de beaucoup de choses, mais vous parlez à un moment donné des frères Kouachi, vous savez, ceux qui ont massacré effectivement les Wolinski, les Charbes et tout ça, Charlie Hebdo, hein, ça s'appelle de Charlie Hebdo, janvier 2015, et est-ce qu'ils se sont revendiqués de Al-Qaïda péninsule arabique, les frères Kouachi? Ils ont fait des camps d'entraînement exactement au Yémen. Exactement. En fait, ça, on est sûr de ça. Ouais. Certains. Ouais. Et juste pour le nom de la personne qui avait reçu l'argent de la rançon, c'est Fad Mohamed Al-Kousso Al-Waki, qui était un membre instrumental de l'attentat contre le navire américain l'USS Cole à l'époque, et qui faisait partie des 10 terroristes les plus recherchés. Et je rappelle que la FBI à l'époque offrait 5 millions pour chaque information maintenant à sa capture ou à son assassinat. Ouais. Et il est toujours... on sait où il est? Je crois qu'il a été tué depuis. Et je sais que la médiation avait été faite par un businessman yéménite qui avait des investissements également en France, monsieur Al-Awlaki, justement, ce qui venait d'une tribu similaire. Ouais. Mais ACPA, donc Al-Qaïda dans la péninsule arabique, a aussi eu, donc les frères Kouachi sont venus pour des camps d'entraînement, ça n'a pas été les seuls. Il y a eu plusieurs, on va dire, djihadistes internationaux, notamment africains. Je rappelle qu'en 2009 ou 2010, je crois, on avait réussi à faire passer dans un slip brodé de la poudre explosive dans l'avion reliant Amsterdam à Détroit, qui a fait exploser. Ça. Et en fait, quand il prend feu lui-même. Et en fait, l'avion ne prend pas feu parce qu'à l'époque, la branche saoudienne d'Al-Qaïda avait été plus ou moins démantelée par le ministère de la Défense, Ben Naïef. C'est pour ça qu'il s'était réfugié notamment au Yémen. Le Yémen était un peu de last refuge, le dernier refuge. C'est ça. Lors de la fusion de ces branches-là. Donc ils ont eu quand même, ils ont eu une présence assez forte au Yémen quand même, Al-Qaïda. Ils ont bénéficié de la porosité déjà de l'État à chasser réellement Al-Qaïda. Mais après, c'était plus sur des objectifs vraiment au niveau local. Est-ce qu'ils avaient une capacité de projection à bouleverser le monde entier? Pas forcément. Ils ont aussi bénéficié d'une autre chose. C'est les fameux dommages collatéraux des actions américaines dans le Moyen-Orient, notamment suite à l'invasion de l'Irak, qui a créé malheureusement du Al-Qaïda ici et là, et également tous les attaques de drones au Yémen qui ont eu des civils. On a documenté d'innombrables morts, notamment des mariés, des erreurs, et ces gens-là qu'on a tués, qu'on a calcinés sous des bombes qui n'avaient rien à voir avec Al-Qaïda pour des erreurs. Ces gens-là, non seulement ils n'auront jamais de réparation, mais surtout ils sont morts. Et donc vous imaginez tous ceux qui connaissent déjà dans des gens qui n'ont absolument rien, quasiment, et qui du coup potentiellement ils seront plus à même à rejoindre ce genre de... Bien sûr. Romain Molina, parlons de ce personnage assez incroyable, Saleh, Ali Abdallah Saleh, le potentat, enfin en tout cas pendant 30 ans, pendant plus de 30 ans, 33 ans. C'était quelle personnalité? C'était quoi? Vous en parlez, enfin vous dressez un portrait très intéressant de... On a énormément de gens qui ont parlé de lui. Alors déjà à la base c'est un colonel illettré. C'est-à-dire que quand il récupère le pouvoir au Yémen du Nord, à l'époque, donc c'était pas encore l'unification, il y a une succession d'assassinats de présidents yéménites au nord comme au sud. Et tout le monde s'est dit, lui, il va pas faire plus de 6 mois. Sachant qu'on va dire ses seuls faits d'armes, outre le fait qu'il savait ni lire ni écrire, c'était qu'en fait, il était connu pour avoir commencé une carrière de contrebande de whisky. Lorsqu'il dirigeait une cargaison vers Mocha. Et d'ailleurs, il y avait WikiLeaks avait révélé quelques télégrammes intéressants où il disait
En gros, ils faisaient comprendre, en gros, les gens de Djibouti, je veux pas de trafic d'armes, mais si bon, ils trafiquent du whisky, bon, au moins qu'ils ramènent du bon. Pas de problème. Donc, le surnom, d'ailleurs, les Américains l'appellent le colonel Johnny Walker, pour la petite anecdote. D'accord. Donc, ce monsieur-là, en fait, tout le monde pensait qu'ils allaient, entre guillemets, le manipuler aisément, sauf qu'en fait, c'est un redoutable animal politique qui a toujours, en fait, c'est toujours servi d'un groupe du divisé pour mieux régner. Ouais, c'est ça. À un moment donné, il s'est servi du soutien saoudien. À un moment donné, ça a été avec les frères musulmans, donc le parti Islam. Et en fait, il a toujours monté les uns un peu contre les autres. Et dans cette idée, on va dire, du chantage permanent pour récupérer plus d'aide, il y a eu j'ai eu énormément de conversations avec des officiels américains. Et des fois, c'était à mourir de rire parce qu'en fait, ils pensaient qu'à une chose, c'était récupérer de l'argent. Et d'ailleurs, je crois qu'une enquête a été ouverte à Paris il y a quelques années sur les biens mal acquis par sa famille et ceux des oligarques autour. Donc c'est quelqu'un qui a réussi à perdurer au pouvoir de manière incroyable sans se faire tuer. Alors, il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat, une où il a failli rester d'ailleurs. Ouais. Et puis c'est quand même ce monsieur qui est, on va dire, en grande partie responsable du chaos aujourd'hui, parce que lorsqu'il perd le pouvoir finalement et qu'il doit rendre le trône, on va dire ça comme ça, à monsieur Hadi, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Il va s'allier avec ses ennemis absolus, qui sont donc les fameux Houthis dont on parle aujourd'hui. Oui, on va en parler, oui. Et parce que de 2004 à 2011, il y a quand même 6 guerres dans le nord du Yémen faites par l'État central, donc par Ali Abdullah Saleh, contre les Houthis. Et des guerres terribles, abominables. Mais pareil, il y a eu un blackout médiatique. Et donc après avoir essayé de les tuer pendant des années, tout en les laissant un peu en vie, parce qu'ils avaient une capacité de nuisance. Parce que pas de Houthis, pas de possibilité de récupérer des fonds de l'Arabie Saoudite à côté. Comme donc, pas d'Al-Qaïda, pas de possibilité de l'aide internationale, quoi. Ils sont redoutables, Et donc, ces outils-là, s'ils ont pu avoir récupéré le nord du pays et la capitale Sanaa, en 2014, c'est parce qu'ils ont bénéficié de l'aide de l'ancien président qui avait gardé tous ses contacts, on va dire, dans l'appareil notamment militaire et de la sécurité. Et derrière... Alors, Romain Molina, aujourd'hui, on parle beaucoup des Houthis, puisque depuis quelques mois, avec ce qui se passe, au fond, les Houthis, alors c'est quoi exactement? Juste, vous en parlez. C'est des chiites, ce sont des chiites, en fait. Oui, c'est des zaïdites exactement, qui est un courant du chiisme, mais surtout ils se décrivent eux avant ça, ils se décrivent comme des Saddas ou des Hachémites, c'est-à-dire des descendants directs du prophète. Ce qui leur octroierait un droit suprême pour gouverner. D'accord. C'est vraiment très très important. C'est-à-dire qu'ils font la différence à ce niveau-là. Et si vous êtes un partisan des Houthis, mais que vous n'êtes pas un hachémite, ça s'appelle un zimbel. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes un citoyen de deuxième classe. Je rappelle que quand ils ont récupéré le pouvoir, l'une des premières choses qu'ils ont faites, c'était de ramener l'impôt pour tous les non-hachémites. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un descendant du prophète, vous devez donner quelque chose. Alors ensuite, c'est un mouvement qui s'est fondé dans les années 90. À l'époque, on appelait ça les jeunes croyants. C'était, on va dire, assez marginal. On a eu... Parce qu'en fait, faut comprendre que le nord du Yémen, c'est le bastion, on va dire, du zaïdisme, et également de la communauté juive yéménite, d'ailleurs, historiquement. Et en fait, il y a eu un bouleversement dans les années 80, c'est-à-dire qu'on a mis des instituts salafistes. Et donc, deux visions de l'islam complètement opposées. Donc, il y a un bouleversement de l'équilibre religieux dans le nord du Yémen, ce qui a amené, on va dire, un revivalisme, genre comme ça, reviviscence de l'identité du zaïdisme. Parce que je rappelle qu'avant, pendant des siècles, le Yémen du Nord était dirigé par un imam de confession zaïdite. Donc à la base, ça se passe comme ça. Ensuite, le fondateur Hussein al-Houthi, donc, il a été député un petit peu, mais comme je dis, c'est un moment très marginal. Sauf que bon, de par les interventions ici et là, notamment la seconde intifada en Palestine et le 11 septembre, il va gagner en popularité par ses prêches et commencer à inquiéter un peu le pouvoir central qui va lui déclarer la guerre en 2004. Et donc, aujourd'hui, les Houthis sont au pouvoir. Ils contrôlent donc le nord du pays, une grande partie du littoral sur la mer Rouge et également la capitale Sanaa. Ils contrôlent en fait la zone où il y a 2/3 des habitants parce que le sud est beaucoup plus grand. Mais en fait, vu qu'il y a beaucoup de déserts et de montagnes, en fait, il est dépeuplé. Et ils sont entièrement... donc là, ils veulent récupérer les zones pétrolifères. Ouais, c'est ça. À Mareb et à Chabois. Parce qu'ils ne contrôlent pas. Donc, s'ils veulent une économie pérenne pour l'avenir, ils sont obligés de les récupérer. Et dans le même temps, je le rappelle, parce que là, en effet, ils ont beaucoup agi sur la mer Rouge en se servant de ce qui se passe en Palestine. Alors, il y a 2 points. Le premier, c'est que la Palestine a toujours été un fondement de leur idéologie. C'est-à-dire que le slogan des Houthis, c'est mort aux États-Unis, mort à Israël, malédiction sur les Juifs, gloire à l'islam. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Death to America, death to Israel. Et ça, ils le mettent de partout. Et ça, alors, historiquement, on dit que ça a été prononcé lors de la seconde intifada. D'autres disent que c'est après le 11 septembre. Dans tous les cas, ça a toujours été très fort à ce niveau-là, leur discours. Donc, il y a une idéologie sur la Palestine. Oui. Par contre, derrière, ils récupèrent ce qu'ils sont en train de faire en mer Rouge, où ils disent, ils ont récupéré un regain de popularité incroyable dans le monde arabe et également au niveau local, pour recruter davantage de troupes, pour faire ce qu'eux-mêmes appellent le Saint Djihad. Ils ont publié des clips promotionnels là-dessus. Et qu'est-ce qu'on voit depuis quelques semaines? Eh ben, ils sont en train d'amener ces jeunes troupes vers les zones pétrolifères et vers les zones qui ne contrôlent pas. Et donc, on va voir ces prochaines semaines
une nouvelle étape de la guerre du Yémen au niveau interne, où en fait on se sert de ce qui se passe en Palestine pour des objectifs militaires. Au niveau militaire là, oui. Mais quid de l'intervention américaine là-bas, en mer Rouge? Vous attendez que ça. Les Houthis, ça fait des années qu'ils cherchent à attirer l'attention américaine parce que quelque part, ça légitime leur présence, etc. Et il y a ce côté aussi martyr qu'ils veulent vraiment mettre en avant. Je rappelle que leur fondateur Hussein al-Houthi a été tué en 2004 dans une grotte. Et en fait, aujourd'hui, quand vous êtes un journaliste étranger ou autre, il y a comme un espèce de pèlerinage. On vous amène voir où il est mort, dans la cave de Salman, c'est près de la frontière saoudienne. Et en fait, ils le considèrent comme presque un deuxième Karbala. Donc Karbala, pour Ashura, c'est la mort de l'imam Hussein, une figure de du chiisme, bien sûr. Exact. Et en plus, ils vont vous dire, mais regardez, il s'appelait également Hussein. Alors, donc, en fait, là, l'intervention américaine leur permet de se victimiser, de passer pour des martyrs encore. Et pour le coup, juste une chose, qu'est-ce que les Américains pensent régler avec des bombardements? La coalition arabe a amené des bombardements pendant des années au Yémen, ça a été un désastre absolu au niveau humain. Est-ce que les Houthis ont été moins forts? Pas du tout. Terrible. Vous dites, oui, ils ont massacré, comme vous dites, 300 à 400 000 personnes, c'est hallucinant. Les Émirats aussi sont intervenus. Oui. Romain Molina. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient conseillés et armés par les superpuissances internationales, en premier les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Oui, c'est ça. On se bat toujours par ces guerres par procuration, mais pour les bonnes affaires, comme vous dites vous-même. Mais dites-moi alors, financement, c'est l'Iran complètement ou pas? L'Iran est derrière, totalement. L'Iran est derrière le mouvement. Alors, au début, ils y étaient, mais pas non plus présents comme aujourd'hui. En fait, ils ont, notamment au fil des années, leur investissement a été crescendo. Et en fait, là où les Iraniens, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est ramener par la contrebande des armes au Yémen. Donc en fait, comment ils font, c'est ils se servent notamment des ports de la Corne de l'Afrique, notamment Berbera en Somalie, aussi un Djibouti et Assab, si je ne dis pas de bêtises, en face. Et donc en fait, de ces ports-là, il y a des petits bateaux, notamment des tonniers, qui ensuite vont accoster sur différents ports yéménites contrôlés désormais par les Houthis, afin d'amener un certain matériel et aussi un savoir-faire. Donc, évidemment qu'il y a des échanges, évidemment que l'Iran est derrière les Houthis, mais les Houthis ont bénéficié surtout des erreurs multiples et on va dire du manque d'union des autres parties yéménites et de la coalition arabe, et surtout du fait que l'ancien président leur a donné les clés du royaume. Oui, sans ça, jamais ils auraient récupéré la capitale. Et vu qu'on regardait le Yémen sur le prisme de l'antiterrorisme et le prisme d'Al-Qaïda uniquement, on a oublié les dynamiques yéménites. Et aujourd'hui, pourquoi on parle du Yémen? On parle pas parce que il y a des gros problèmes, il y a encore la guerre dans ce pays. On en parle parce que ça perturbe l'activité commerciale au niveau international. Ça perturbe le trafic commercial, oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on en parle, c'est clair. Mais les dirigeants aussi. Et alors justement, pour revenir non seulement à Hilal El-Hajj et puis les autres, le peuple, alors, mais c'est assez terrifiant. C'est-à-dire que depuis des décennies, ce peuple se fait soit massacrer, soit assiste en silence, soit se fait manipuler. Comment vous êtes allé, et puis vous avez parlé effectivement avec Boutane Farouk, mais c'est la résignation, c'est-à-dire qu'il subit, et puis voilà, et ça continue encore et encore pour le peuple yéménite. C'est une terrible tragédie, en effet, vous l'avez dit, qui dure depuis des décennies et des décennies. Et c'est qu'un peuple qui a une résilience incroyable. Je vais juste donner une petite anecdote lors du soulèvement yéménite, donc. En 2011, c'est assez terrible parce qu'en fait, on a une scène qu'on décrit avec précision. C'est-à-dire qu'il y a des insurgés qui ont balancé une grenade. Je me rappelle plus la ville, c'est les plus grandes villes du Yémen. Et vous avez un jeune homme, il a ramassé la grenade pour la faire exploser sur lui-même pour sauver tout le monde. Donc vous avez toute cette résilience. Et je trouve ça incroyable. Mais après, les gens sont mentalement, surtout Boutaina, qui est forcément, elle est yéménite, elle sait ce qu'elle a vécu. C'est très dur, les nuits sans sommeil, etc. Parce que votre famille, maintenant, elle est éparpillée un peu dans le monde entier. Sachant que si on regarde, le Yémen n'en parle jamais au niveau international. C'est quand même si, ok, ça borde des routes commerciales importantes, mais c'est un pays qui a été oublié, qui a été marginalisé. On a l'impression, pardonnez-moi l'expression, on a l'impression que tout le monde s'en fout. Que c'est des gens qui crèvent en silence. Et le pire de tout, moi je trouve que c'est un peuple qui est très digne. Et la dignité, on la voit avec le jeu qu'a fait l'ONU, notamment World Food Programme, donc les programmes d'assistance humanitaire de l'ONU, notamment alimentaire. Où en fait, ils ont marketé le Yémen comme le pays de la famine. Attention, il y a des soucis. Pour récupérer plus de fonds. Et derrière, quand on voit comment ça a été détourné, comment, et j'ai les photos et les vidéos, il y a eu je le répète, des centaines de millions de tonnes jetées de nourriture au Yémen parce qu'elles étaient périmées ou pas bonnes à la consommation. Elles sont arrivées périmées, vous voulez dire, Romain Molina? En fait, soit elles sont restées trop longtemps au port, soit il y a des problèmes. On a même des vidéos où il y avait des barres céréales pour les enfants avec des clous, avec de la moisissure. Il y a de l'huile qui a été empoisonnée. On a eu des gens qui ont été empoisonnés. Ça s'est fait dans le plus grand des silences. Et vous savez le plus gros scandale, monsieur Berkoff?
c'est que l'envoyé spécial du Yémen par les Nations Unies, il a obtenu une promotion derrière. Aujourd'hui, c'est le chef de l'humanitaire. Je sais qu'il y a une caisse noire. C'est le chef de l'humanitaire. C'est le chef de l'humanitaire à l'ONU, après ce désastre absolu, qui a été documenté par tous les analystes yéménites, tous les journalistes yéménites, mais le monde ne veut pas regarder. Et je pense que pour certaines personnes de l'ONU, le Yémen, ça a été au-delà des bonnes affaires, ça a été inespéré. Oh, les Yéménites meurent de faim, il faut donner de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on a fait de l'argent? Vous vous rendez compte que vous savez, au port, normalement, vous avez les contrôles des fraudes qui regardent. Il y a de la nourriture, des tonnes qui ont été refusées parce qu'elle était impropre à la consommation pour des enfants. Donc il ne faut pas avoir peur des mots. Et j'en parlais avec des gens qui ont été à l'ONU, comme Nadwa Dwassari, qui est une Yéménite. Ouais. On a empoisonné des gens yéménites. C'est délirant. Et il faut arrêter avec ces programmes alimentaires qui ne marchent pas. Parce qu'il y a des coûts de transport beaucoup trop grands, la logistique elle est bien trop grande, ce qui fait que l'ensemble des dons quasiment ne va pas aux gens qui sont dans le besoin. Et on garde les gens sous, comment je pourrais dire, assistants. On les assiste. Ouais, et il y en a beaucoup au Yémen qui ont refusé ça, qui refusaient d'être pris en photo quand on leur donnait quelque chose. Et il y avait beaucoup de dignité chez ces gens-là. Et voilà, c'est pour ça qu'on a essayé de les humaniser le plus possible. Il ne faut pas oublier que ce sont des êtres humains et pas des statistiques ou une manière de faire de l'argent. Bien sûr, c'est ça qu'on oublie le plus, effectivement. On reste ensemble, Romain Molina, on va continuer à parler de ce drame, voilà, de ces pays oubliés. Nous sommes, le pays de l'indignation sélective. C'est ça qui me fait le plus, réagir, je dirais, dans tous les sens du terme. On continue après cette petite pause. Oui, et puis tout de suite. Toujours le même numéro, 0826 300 300. Vous nous appelez, vous réagissez le dernier quart d'heure avec Romain Molina sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h49 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec le journaliste d'investigation Romain Molina, que vous connaissez sûrement pour ses enquêtes sur le football, les fédérations sportives, qui vient nous parler aujourd'hui de son nouveau livre sur le Yémen, les pillages organisés. Puis nous avons Jean-Marc qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Jean-Marc. Bonjour André, bonjour Monsieur Molina, je vous félicite pour le travail que vous faites, Monsieur André, c'est tous les jours qu'on vous félicite, mais Monsieur Molina, je vous félicite, on vous donnera mon numéro de téléphone, si vous voulez, on pourra faire quelques voyages ensemble à Sud Radio, mais je vous félicite, vraiment vous faites un travail remarquable. Alors les Français peuvent s'en foutre un peu du Yémen, mais il faut pas s'en foutre parce que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec Davos et compagnie, il faut pas du tout se foutre du Yémen et si cela, les conflits d'intérêts, on le sait, d'intérêts ils existent, ils sont de plus en plus nombreux. Bien sûr, nous sommes la France, le troisième pays, je crois, vendeur d'armes au monde, après les États-Unis, je crois, et les Russes, et c'est nous qui avons un panel le plus large au niveau. Nous, ça va du pistolet jusqu'au missile. Voilà, en passant par ça partout. Donc, je voudrais vous demander, vous avez certainement pas le truc, la réponse, mais que faudrait-il faire pour qu'il y ait moins de conflits d'intérêts, il y ait moins de guerres qui soient sélectives, comme vous l'avez dit André, parce que il y a des guerres sélectives, c'est-à-dire que Poutine c'est vraiment le méchant et les Américains sont gentils et l'Arabie Saoudite sont nos amis. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous, qui avez fait un gros travail d'investigation, Romain, pour que ça soit un peu mieux dans le Moyen-Orient et ailleurs, tout ce que vous avez visité. Voilà Romain, on vous remercie encore pour les Français. Romain Molina. Déjà, je vous remercie pour vos mots. Déjà, j'ai pas de baguette magique, mais j'en parlais avec Forat Talani, qui est un excellent auteur franco-irakien, qui fait le parfum direct. Et on parlait une fois, et je lui dis, moi, mon impression, c'est qu'en fait, toutes les interventions, notamment américaines, et toutes les ingérences étrangères, ça a généré plus de problèmes que ça a apporté de solutions depuis 20 ans. Et notamment depuis 2003, cette invasion de l'Irak a déclenché un véritable chaos par ricochet ici et là. Quand on déstabilise un équilibre naturel, malheureusement, la réponse, elle peut être assez terrible. Il y a d'autres conflits on parle très peu, à l'est de la RDC, au Soudan, en Birmanie, ou le chaos permanent en Haïti, qui est voulu par certaines personnes qui s'enrichissent. Les massacres, Romain Molina, pour les terres rares dans la République démocratique du Congo, c'est assez terrifiant, quoi. Oui. C'est terrible ce qui se passe en Haïti et dans plein d'autres pays. Honnêtement, il y a aussi, je pense, le silence qui permet l'impunité. Parce qu'on remarque quand même que lorsque médiatiquement on met la loupe sur quelque chose, je dis pas que ça fait énormément de changements, mais quand même, les gens se sentent observés. Le problème qui est au Yémen, c'est que personne n'en parle quasiment. Donc en fait, je vais reprendre l'exemple de Jamal Khashoggi. On a attendu qu'un citoyen saoudien
se fasse tuer dans des circonstances horribles, pour en gros mettre la lumière sur ce que faisait l'Arabie Saoudite au Yémen. Alors, et en plus, le pire, c'est de penser que l'Arabie Saoudite était la seule responsable. Alors, je rappelle que l'Arabie Saoudite intervient sur demande du gouvernement légitimement reconnu yéménite. C'est pas l'Arabie Saoudite qui est venue toute seule. C'est oui, lorsque le président Hadi est délogé de la capitale à Sanaa, il est captif pendant quelques mois, il s'évade, il va à Aden, la capitale du Sud, et il va ensuite demander l'aide des puissances voisines. Donc, il faut jamais oublier ça. Et en fait, le fait de peu en parler ou de mal en parler, alors qu'il y a d'excellents experts français sur le sujet, bah, ça permet ça. Après, il y a pas qu'en France. Globalement, il y a plein de conflits dans le monde qui n'intéressent pas trop pour diverses raisons, peut-être idéologiques. Le problème au Yémen aussi, quand même, c'est que je vois pas des gentils et des méchants. Je vois que des méchants. Quand on voit la cruauté de toutes les parties, et je vais vous donner une anecdote pour vous montrer le problème. Je comprends pas que ça fasse la une en France. Je pense que vous vous souvenez, il y a quelques années, Al-Qaïda avait récupéré une grande ville au Yémen qui s'appelle Moukalla. Ils avaient dévalisé la banque centrale, etc. Pour tous ceux qui ont regardé le film Lucky Luke, la balade des Dalton, bah, c'était pareil, sauf avec Al-Qaïda. C'est la balade d'Al-Qaïda. Ils ont récupéré la ville en 48 heures. On se demande comment, bon bref. Ville du centre, au centre du Yémen, ça. Enfin, voilà, qui est portuaire, etc. Mais qui est une ville importante. Donc, ils avaient récupéré, ce qui est très rare, parce que tous ces groupes-là, normalement, vont dans des coins un peu reculés. C'est rare dans une très grande ville. Parce qu'ils sont plus accessibles et tout. 10-11 mois après, reddition, ils partent de la ville et on vante l'intervention des Émiratis. Que c'est vrai, ont aussi leurs propres intérêts au Yémen, notamment dans le sud. Je vais juste donner une petite anecdote quand même. Il y a eu des négociations pour la reddition des membres d'Al-Qaïda. Les négociations se sont faites à Balkhaf. Balkhaf, c'est en fait le terminus du fameux pipeline de Total. Ça a été construit par Total. Donc dans les locaux de Total, on a eu des réunions entre des responsables émiratis, puisque depuis le début de la guerre, cette base est utilisée par les forces émiraties ou affiliées aux Émiratis comme un centre de torture et de détention. Et ici, on a eu des représentants d'Al-Qaïda qui sont venus donc dans les locaux de Total, négocier leur reddition, et ils ont pu partir de Moukalla tranquillement. Et médiatiquement, on a sorti quoi? Ah non, bravo aux Émiratis et tout. Donc c'est là où on se rend compte je vous répète, de ce double jeu. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce qu'au minimum, on ne pourra pas empêcher les guerres ici et là, mais au moins, Romain Molina, était au courant évidemment de ces tractations et tout ça? Total dit qu'il n'avait plus de fonction sur la base et depuis le début de la guerre, la base n'est plus utilisée par Total. Alors il y a quand même un point à signaler, c'est que nous on a eu les femmes de ménage. Donc ils ont toujours maintenu quand même un minimum au cas où pour la reprise des activités. Néanmoins, la base de Total n'est plus utilisée par Total depuis le début de la guerre, mais par les forces émiraties qui s'en ont servi pour faire des emprisonnements et même des tortures officiellement sous la lutte de la lutte antiterroriste. Donc c'est toujours pareil, toujours au même. Heureusement qu'il y a Al-Qaïda, parce qu'autrement on peut pas estimer ce qu'on fait. Heureusement qu'il y a Al-Qaïda, et comme vous disiez, heureusement qu'il y a aussi telle ou telle, évidemment, soit prise d'otage ou autre, et ça nous permet de vivre. C'est Romain Molina, c'est vrai, on pourrait en parler pendant des heures. Moi je recommande vraiment votre livre. Je crois que vraiment pour tous ceux qui s'intéressent à ce qui se passe à la géopolitique mondiale, et comme disait un de nos éditeurs, il faut s'y intéresser, parce qu'on ne comprend rien à ce qui se passe en France, vraiment, si on ne comprend pas aussi ce qui se passe ailleurs. Juste un mot, vous avez, on a parlé, vous savez, avant de commencer avec vous, d'Amélie Oudéa-Castéra et du sport. Vous avez beaucoup enquêté, vous, sur le sport, et des aspects peut-être moins reluisants. Alors on va pas en parler, on va en parler une autre fois, mais est-ce que c'est toujours là? Il y a toujours le sport, c'est toujours, enfin le sport, les affaires du sport sont toujours des affaires encore opaques, si l'on peut dire. Et ça bénéficie d'une impunité. Enfin, on a eu plus de facilité avec Boutaïna à tracer l'argent de milices soudanaises et de mercenaires au Yémen que de savoir où va l'argent dans les transferts du foot, pour vous donner un peu un ordre d'idée. D'accord, c'est pas mal. Et vis-à-vis de la France et des fédérations sportives françaises, j'ai notamment fait une très longue enquête publiée sur Blast, sur la FFKMDA, Fédération française de kickboxing, muay thai et disciplines associées, où le ministère des Sports, et j'ai alerté personnellement la chef de cabinet, Madame Bourdet, et le conseiller sport d'Emmanuel Macron, Monsieur Cyril Morin. Je vais juste poser une question, Monsieur Berkoff. Est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, dans une fédération, vous pouvez acheter une carte d'identité française qui sort de la préfecture de Nanterre, pour quelqu'un qui n'est pas français? Que j'alerte les autorités? Rien. Je leur montre le papier. Et deuxièmement, je leur dis, et je vais être très clair, on a un marchand de sommeil dans cette fédération, qui, en face de sa fédération, et j'ai l'adresse, il y a un bâtiment, il y a des clandestins, et ils y payent très cher chaque mois. Donc on a un marchand de sommeil, on pourrait être gentil. Rien. Il y a des menaces de mort sur certaines personnes, rien. Je l'ai prévenu, rien. Donc on a une inaction absolue du ministère des Sports en général, qui est délirante. Moi aujourd'hui, je vais bientôt publier sur une autre fédération, on a des courriers d'élus de la République alertant sur la corruption, les dysfonctionnements financiers, et on a une ministre des Sports qui ne prend même pas la peine de répondre à certains élus de la République. Bravo. Alors je me demande à quoi ça sert le ministère des Sports aujourd'hui, à moins que ça soit le ministère du crime, c'est-à-dire couvrir le crime,
Mais le ministère du Sport, non? Eh bien, on va reposer la question à Amélie Oudéa-Castéra. En tout cas, on transmet. Merci Romain Molina et merci pour votre livre sur le Yémen et pour le travail que vous faites. Yémen, les guerres des bonnes affaires, Al-Qaïda, Total et ONU, pillage organisé aux éditions Exuvie. C'est disponible et on vous le recommande. C'est écrit par Romain Molina. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Demain, André Berkoff. On revient de midi à 14h comme tous les jours. À demain sur Sud Radio. Des Berges du Rhône à la Maison des Canuts, du Théâtre des Célestins à la Basilique de Notre-Dame de Fourvière, du Musée Lumière au quartier Saint-Jean, Sud Radio arrive à Lyon à partir du 29 janvier sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai.